Oui, allô? Coucou, bonjour Oui, Julien. ça va? Bonsoir surtout. Oui, et bonsoir à tout le monde. Eh bien voilà, je suis ravie d'être avec toi ce soir et je te remercie d'avoir accepté cette invitation. Avec joie. Oui, ben ouais. Mhm. Alors, je vais faire ce que je dis. Je fais à chaque fois avec tout le monde. Je dis un petit peu d'où je connais les gens. Donc nous, ben, on se connaît pas. C'est la première fois qu'on se rencontre là et on n'a même pas échangé avant. Donc on laisse place à ce qui va venir comme ça. Moi, pour ma part, je te suis sur Facebook depuis un moment. Je crois que ça fait déjà 2 ou 3 ans où j'avais vu que tu parlais d'un système scolaire différent. Et j'avais des personnes dans mon entourage qui étaient en train de créer une école comme ça, et puis d'autres contacts aussi qui étaient intéressés par un système scolaire autre. Et du coup, je crois même que je t'avais envoyé un message par rapport à eux. Après, j'ai vu tout ton parcours avec le bonheur. Je crois même que tu as interviewé ma sœur il y a des années de ça. Mais j'ai plus moyen de le vérifier, mais je crois que tu l'as interviewée parce elle m'avait parlé d'une interview sur le bonheur en Bretagne. Voilà. Et voilà. Et puis depuis, bah, je regarde tes belles photos et j'adore tout ce que tu fais, allier le voyage avec l'utile à l'agréable. Moi, je dis tout le temps, voilà. Et c'est magnifique et je trouve ton parcours très inspirant. Donc, j'avais envie que tu nous parles de ça ce soir parce qu'il est un petit peu tard pour nous là. Ouais. Ok. Tu veux que je parle de quoi précisément? Alors, bah, si tu peux nous raconter ton parcours déjà, parce que j'ai vu que tu as commencé vraiment de rien et puis qu'avec toute ton inspiration, toute ton envie, tu allé interviewer les gens, etc. et que ça a pris une ampleur, je pense que tu n'attendais même pas. Oui. Voilà, et ça, c'est ce qui m'intéresse en fait. C'est ce côté-là où quand on fait les choses de façon totalement désintéressée et elles prennent ben voilà un parcours, elles ont leur propre vie en fait et c'est ce que j'aime en fait, Mhm. entendre ce genre d'expérience. D'accord. Eh ben, en fait, donc là, j'ai 44 ans Ouais. et j'ai commencé à créer mon activité. J'avais 23 ans à l'époque, j'étais à Paris. Et donc, pour resituer le contexte, moi, je suis dyslexique et dysorthographique. Au moment où je crée mon entreprise, je sors d'une période où j'étais SDF pendant un peu plus de 6 mois. Mhm. Et puis, j'ai pas de diplôme. J'ai zéro diplôme. Et je suis dans ma chambre de bonne de 10 mètres carrés au sixième étage sans ascenseur à Paris. Et je me dis, en fait, je réfléchis à plein de choses, et notamment pendant mon parcours de vie, c'est-à-dire jusqu'à mes 23 ans, j'ai cette chance d'avoir commencé assez tôt à m'intéresser à moi, parce que j'avais des parents qui étaient quand même très ouverts d'esprit, on va dire, hein. Ma mère, elle tirait des cartes, elle faisait des thèmes astrologiques. On allait voir des iridologues ou des naturopathes quand j'étais plus jeune. Donc, il y avait une ouverture d'esprit sur ce qu'on appelle le développement personnel ou la connaissance de soi, D'accord. qui fait que moi, ça a attiré ma curiosité. Donc, du coup, j'ai commencé assez tôt à me poser plein de questions, à remettre en question aussi beaucoup de choses dans notre société. Ouais. Et donc, comme je n'avais pas les réponses à l'école, ben, je les trouvais soit dans les rencontres, soit dans des livres. Soit oui, hein, beaucoup dans les livres, parce que j'allais dire, je me débrouillais par moi-même. J'allais à la bibliothèque François Mitterrand, qui est une très grande bibliothèque à Paris. Et puis, ou sinon, j'allais à Virgin sur les Champs-Élysées. Quand Virgin existait, il y avait des livres déjà qui étaient, pour moi en tout cas, très intéressants parce que c'est des choses qu'on n'évoquait pas à l'école. Et donc voilà, à un moment donné, en 94, je tombe sur un livre qui s'appelle La prophétie des Andes et qui vient confirmer mais beaucoup de choses de ce que je pensais déjà et de ce que j'essayais de dire autour de moi, mais mon entourage proche, mes amis proches n'étaient pas du tout réceptifs, quoi. J'étais un peu un ovni dans mes réflexions, ma façon de penser, ma façon d'agir aussi. Et donc, tout ça mêlé avec des voyages que j'ai commencé tôt, du kung-fu que j'ai commencé tôt aussi à l'âge de 12 ans. Voilà, j'ai commencé vraiment à comprendre mon corps, mon esprit, et à avoir un regard sur la vie assez différent, qui est mon regard, hein. Moi, Mhm. je pars du principe que si on est 8 milliards d'individus, il y a peut-être 8 milliards de regards et de vérités différentes. Oui. Ceci étant dit, voilà, je me suis aperçu que on nous mettait sur des rails
et il fallait absolument pas sortir des rails. Et donc, moi, je crois que j'ai un côté un peu rebelle. Et donc, du coup, je me suis dit, bah, tiens, je vais voir quand même si on peut pas voir les choses différemment. Et donc, voilà, j'ai appris beaucoup de choses sur moi, sur la vie, sur la politique, sur l'économie, sur l'environnement, énormément de choses, qui fait qu'arrivé à l'âge de 23 ans, j'essaye de reprendre des études parce que, en fait, c'est encore le cas aujourd'hui. Il y a une grosse pression sociétale quand on est jeune où on a l'impression que c'est par les études qu'on va réussir notre vie. Et donc, bah, je décide de reprendre des études pour avoir un diplôme, mais bon, je vais pas réussir à avoir ce diplôme parce que du coup, je me retrouve SDF. Et donc, j'arrive à 23 ans, je suis dans ma chambre de bonne, j'ai une grande connaissance de moi-même, c'est-à-dire que je sais là où pour moi c'est simple, j'appelle ça mes compétences innées. Enfin, je me connais, j'ai l'impression vraiment de bien me connaître. Et donc, je décide de mettre à contribution ce que j'appelle mes talents innés pour les autres, pour l'humanité, pour quelque chose de plus grand et qui me dépasse, quoi. Mais à l'époque, je ne savais pas dans quelle direction me lancer. Et donc, du coup, bah, je vais faire l'équivalent d'une étude de marché, sachant que je n'avais jamais appris à faire une étude de marché. Donc, j'ai fait mon étude de marché et pour me rendre compte que la vision et ce que je faisais moi déjà à l'époque en termes de voyage n'existait pas dans le monde du tourisme. Et donc, contre toute attente, je crée mon activité dans le monde du tourisme. Donc, bien comprendre, je n'ai pas de diplôme, j'ai aucune Ouais. connaissance du tourisme, j'ai juste une idée qui est forte, que je partage à un moment donné avec un responsable d'une agence de voyage et qui me dit, waouh, en fait, c'est trop bien. Tu sais, je vois des dollars cligner dans ses yeux et je me dis, ah bah tiens, là, peut-être que je tiens un truc sympa, quoi. Et donc, je me lance là-dedans et pour essayer de raccourcir un petit peu, je me rends compte au bout de 3 ans que finalement, je crée le marché du tourisme bien-être et éco-responsable à l'époque. Donc, bah, du coup, il y a un grand marché qui commence à se lancer. Il y a beaucoup d'acteurs finalement qui font un peu un copier-coller de ce que j'ai créé, Ouais. qui sont moi ce que j'appelle des dinosaures. Et donc, je vois que l'univers, le monde du tourisme, ce qui s'y passe de manière professionnelle ne correspond pas du tout à mes attentes et à mes valeurs. Sachant que moi j'étais un jeune chef d'entreprise, hein, j'avais jamais appris à être chef d'entreprise, donc je me retrouve dans un milieu avec des requins, très clairement, Ouais. et donc moi ça me plaît pas. Je me dis, mais non, je me vois pas en fait continuer une activité, même si moi ça me plaît, dans une atmosphère qui est comme ça, quoi. Et donc, je commence à réfléchir avec l'équipe que j'avais avant. Et puis, une idée commence à sortir de là. L'idée, c'est de créer une agence de communication qui s'appelle Néo Bien-être, qui existe toujours, hein, bien sûr, qui est une agence où on accompagne les thérapeutes pour développer leur activité. Et pourquoi on crée ça? Parce que, comme je te le disais, moi, je baigne là-dedans depuis que je suis tout petit. Et donc, je me rendais compte que, bah, il y a déjà beaucoup de personnes qui portaient un regard, voire des jugements sur le monde des médecines alternatives. Mhm. Euh, donc très souvent, la manière la plus directe, c'est de dire que c'est une secte, que la naturopathie, par exemple, ça appartient à un mouvement sectaire, que je sais pas quoi, que l'iridologie, c'est n'importe quoi, etc., etc. Et donc, moi, comme je voyais qu'il y avait des gens sérieux, au même titre qu'il y a des gens qui sont très, très mauvais garagistes, par exemple, et qui vont être très, très bons garagistes, quoi. Enfin, c'est valable dans tous les métiers, je me suis dit, bah, est-ce que je peux mettre à contribution donc du coup mes talents, donc d'homme de communication, de savoir fédérer les gens facilement autour de moi, autour du développement personnel, des médecines alternatives et de la connaissance de soi. Et donc on crée l'agence Néo Bien-être. Et donc voilà, donc bah, après il s'est passé beaucoup de choses pendant toutes ces années, plein de choses que j'avais pas imaginées, parce que le postulat de départ c'était d'accompagner les thérapeutes, et puis finalement, bah, maintenant ça fait plus de 20 ans, donc je me suis rajouté plein de casquettes. Je me suis rajouté des casquettes de réalisateur et producteur de films, ce que je n'avais Ouais. pas imaginé un jour dans ma vie. Créateur d'événements, parce qu'on a créé 2 événements très importants maintenant dans le monde de l'éducation. Il y a le Festival pour l'école de la vie à Montpellier qui attire Ouais. 15 000 personnes. Et puis il y a le Congrès Innovation en éducation, où là on change de ville maintenant tous les ans. Et donc là, le dernier, le cinquième, c'était il y a 2 semaines à peine à Bordeaux. Et là, il y avait à peu près 1000 personnes. Il y avait 700 sur place et 400 qui nous suivaient en ligne. Ça m'a amené à être créateur de jeux aussi. J'ai créé un jeu de cartes qui s'appelle C'est quoi le bonheur pour vous? Oui. Là, récemment, je suis devenu auteur. J'ai écrit un livre qui va sortir au mois de juin. Si pour les gens qui nous écoutent, si vous avez bien compris, c'est un message d'espoir. Je suis dyslexique et dysorthographique, donc Ouais. c'est possible. Bon, ça n'a pas été simple, mais c'est possible. Puis je dois oublier plein de choses en fait. Enfin voilà, il y a plein de choses qui sont mises en place de manière très intuitive. Donc c'est pour ça que j'aime bien quand on me demande de me présenter, dire que je suis un chef d'entreprise intuitif
Parce que tout ce que je fais, c'est purement de manière intuitive. Alors c'est pas évident de mettre des mots tout le temps sur l'intuition, mais je sens quelque chose. Alors, bah, cette sensation, elle va être différente d'un individu à un autre pour ceux qui sont habitués à écouter leur intuition. Et comme j'ai pris l'habitude de l'écouter depuis que je suis tout petit, je sais que généralement c'est juste. Et donc, du coup, bah, j'écoute cette intuition. Ouais. Et puis, bah, je me lance en fait dans l'activité, quoi, en gros, quoi. Pour donner un exemple, le film C'est quoi le bonheur pour vous? Ça a été mon premier film. Donc, lui, il est sorti en 2017. Et donc, à l'époque, qu'est-ce que je fais? En fait, je pars, moi, à un moment donné, un mois au Canada, dans l'idée de créer des ponts entre le Canada et la France, parce que bah, dans le monde du développement personnel, on dit très souvent en France que le Canada a 15 ans d'avance ou 20 ans d'avance sur nous. Et donc, moi, je voulais aller voir de mes propres yeux et puis essayer de créer des ponts quoi, pour continuer à développer notre agence Néo Bien-être. Et donc, je reste un mois sur place. Moi, j'aime bien dormir chez les gens quand je me déplace comme ça. Et puis, bah, un jour, il fait moins 40 degrés, on peut pas sortir. Et puis, on discute de plein de choses avec l'autre qui m'accueille. Et à un moment donné, on parle du bonheur. Et je sais pas pourquoi, hein, quand elle me parle de ça, je dis, ça te dérange pas si je te filme avec mon téléphone? Et je savais pas du tout ce que je faisais. Donc là, c'était quelque chose de vraiment purement intuitif, une fois de plus. Et en fait, c'est en regardant la vidéo le soir que j'ai trouvé ça génial, dans le sens où bah, ça m'a beaucoup parlé. En fait, ça a vibré en moi. Et moi, un de mes canaux intuitifs, c'est quand j'ai des frissons. Donc généralement, quand j'ai des frissons, c'est qu'il y a un truc derrière, quoi. Et donc, bah, j'ai suivi ça. J'ai interviewé, je crois, une vingtaine de Canadiens sur place pendant mon séjour. Et puis, j'envoyais les vidéos au bureau à Paris à l'époque et tout le monde trouvait ça génial. C'était très sympa en fait comme initiative, quoi. On n'avait jamais vu ça non plus sur le monde du web. Et puis en fait, pour raccourcir, ça m'a amené pendant 4 ans à interviewer 1500 personnes dans 25 pays. Je me suis laissé totalement embarquer en fait par cette question, sans trop savoir ce que je faisais. En fait, moi, je suivais encore une intuition parce que je suis très à l'aise pour interviewer les gens. Ouais. Donc, ça fait partie de mes qualités innées. Donc, j'adorais discuter de cette notion du bonheur. Je trouvais que c'était passionnant. À chaque fois que j'interviewais quelqu'un, c'était tout le temps différent. C'est-à-dire que j'en suis arrivé à une conclusion, c'est qu'il y a 8 milliards de définitions du bonheur, quoi, en réalité. Donc, c'était tout le temps différent. C'était tout le temps passionnant. Je profitais de mes voyages personnels et professionnels pour inviter des gens, donc ça se mariait bien avec mes activités. Et en fait, c'est au bout d'un moment où je crois que j'avais 300 heures de rush, de rush, donc c'est-à-dire de personnes que j'avais filmées, donc au bout de quasiment 4 ans. Et là, j'étais un peu fatigué parce que je partais seul, j'avais pas d'équipe de tournage entre guillemets avec Mhm. moi. J'avais 20 kilos de matériel avec moi, un drone, des ampoules Ah et oui, tout. c'était plus le téléphone là. Ouais. Et donc, du coup, bah, je me suis dit, bah, si je peux m'arrêter là, c'est bien parce que on se rend pas trop compte, mais d'être tout le temps en déplacement, tout le temps dans les avions, les trains, en voiture, en bus et tout, etc., c'est quand même assez fatigant. Alors que de l'autre côté de l'écran, quand les gens regardent en fait ce que nous on publie, il y en a beaucoup qui peuvent penser, oh là là, c'est magnifique, quelle vie de rêve, etc. Alors oui, parce que je me donne les moyens et j'adore voyager, mais en même temps, c'est aussi beaucoup de travail derrière, quoi, mine de Ouais. rien. Et donc, voilà, après, je me dis, bah tiens, je vais essayer d'en faire un film. Mais bon, bah, je ne savais pas trop ce que je faisais. Donc, j'ai essayé de faire la bande-annonce. Et puis, j'ai bien vu que c'était pas mon métier, que ça allait me prendre beaucoup de temps. Et donc, j'ai réfléchi à un moment donné en me disant, bah, il faut absolument que je trouve quelqu'un qui m'aide à réaliser ce film. Et après, ça résume aussi beaucoup ma vie. C'est plein de synchronicités qui se passent dans ma vie. Donc, à un moment donné, quand je pense à ça, j'ai mon téléphone qui sonne et j'ai Laurent Quéra qui m'appelle, Laurent Quéra, c'est le jeune homme qui m'a aidé à faire le film, Mhm. et qui m'appelle, qui lui, à l'époque, cherchait un stage dans une entreprise pendant 3 mois parce qu'il voulait se perfectionner sur un matériel de cinéma. Et il appelle une agence de communication dédiée aux thérapeutes. Et donc, moi, je lui dis, je ne sais pas si vous appelez au bon moment, mais j'ai envie de réaliser un film que je vais appeler C'est quoi le bonheur pour vous? Donc, je sais pas, est-ce que vous pensez qu'en stage de 3 mois, vous pouvez faire quelque chose? Et donc, je l'entends rigoler au téléphone et il me dit, bah, c'est marrant parce que moi, j'ai réalisé un court-métrage il y a quelques mois en arrière que j'ai appelé C'est quoi le bonheur pour vous? Donc, du coup, on s'est rencontrés. Il est devenu stagiaire. On a vu qu'en 3 mois, on ne pouvait pas faire le film. Donc, ça nous a mis 9 mois, un peu le temps d'une grossesse. Et voilà. Et après, on a commencé à communiquer autour du film. Mais sans attente, en fait, nous, on était déjà hyper contents d'avoir réalisé ce film. Rien que pour nous, on était très satisfaits des heures et des heures de travail qu'on avait eu pour faire ce film. Je demande à un maquettiste de faire une affiche et puis on communique, bah, un peu comme
tout ce qu'on fait, quoi, en gros, quoi. Et puis, bah, ce qui s'est passé, c'est que les gens se sont emparés du film. Du coup, j'ai enlevé les droits du film, c'est-à-dire les droits SACEM et les droits d'auteur, Mhm. pour que les citoyens puissent organiser les projections. Et donc, bah, ça m'a amené, ouais, pendant un an, je crois que j'ai fait plus de 350 salles de cinéma. D'accord. J'ai fait des tournées au Maroc, en Suisse, au Canada, à l'île de la Réunion, à l'île Maurice, en Belgique. Enfin, c'était incroyable. J'ai été porté vraiment par une énergie du bonheur. C'était vraiment dingue. Ouais, d'ailleurs, j'invite les gens qui nous écoutent ou qui nous regardent à se mettre à ma place. Moi, je dis très souvent que je suis un citoyen lambda, hein. C'est juste que bah, j'ai trouvé mes excellences, j'ai trouvé mes compétences, je les mets à contribution. Évidemment, comme je te le disais, je passe beaucoup de temps et d'énergie aussi à développer tout ça. Mhm. Mais en même temps, ce que je me dis à chaque fois, c'est que je suis qu'un citoyen et que tout le monde peut le faire en réalité à partir du Mhm. moment où on trouve justement nos excellences, nos compétences. Et puis, bah, évidemment, il faut sortir un peu de sa zone de confort, il y a beaucoup d'efforts aussi derrière, mais si tout est juste, si c'est vraiment aligné avec qui on est réellement, bon, bah, c'est quand même relativement fluide et la vie est assez magique finalement, qu'on est vraiment bien aligné avec qui on est, quoi. Et donc, voilà, mettez-vous à ma place. J'ai jamais réalisé de film, j'ai pas de diplôme, je lance ce film. Et là, je me retrouve propulsé dans toutes les salles de cinéma. Il y avait même parfois dans des villes où on remplissait deux cinés en même temps. D'accord. Il y avait même parfois dans le ciné où on remplissait trois salles en même temps, donc ils projetaient le film dans trois salles en même temps. C'était vraiment incroyable. Puis donc, du coup, l'accueil du public a été génial, hein. Les gens adoraient le film. Donc, c'est super sympa après de débattre avec le public autour du bonheur. Je continue maintenant, 6 ans après, à aller encore dans des salles de ciné pour débattre autour du film. Donc, il y a encore des gens et des salles de ciné qui organisent des projections du film C'est quoi le bonheur pour vous? Et donc, ça m'a donné envie de réaliser un deuxième film parce que je suis convaincu que tout part de l'éducation et Mhm. l'éducation, pour moi, est devenue vraiment quelque chose de prioritaire ces 10 dernières années. Donc, je mets beaucoup de temps et d'énergie pour essayer de semer des graines et d'inspirer les gens autour de moi à faire pareil aussi de leur côté, parce qu'on Oui. a vraiment besoin que les choses s'accélèrent en termes de changement dans notre système éducatif. Vraiment, tout part de là. Et donc là, je décide de réaliser le film L'école de la vie, une génération pour tout changer, avec pour objectif bah, de faire exactement la même chose avec C'est quoi le bonheur pour vous, c'est-à-dire de partir en tournée, d'aller dans je sais pas combien de salles de Oui. ciné pour aller avec, un peu avec mon bâton de pèlerin pour transmettre le message, semer des graines, inspirer les gens aussi à conscientiser que tout part de l'éducation et qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Et puis, ben, en fait, on a été freiné par la période de confinement. Il est sorti en décembre 2019 et puis après, en mois de mars 2020, ben, on a eu notre premier confinement. Donc, du coup, bah, toutes les dates qui étaient calées de tournée ont été gelées, quoi. Et là, depuis, je crois que ça fait 7 mois, peut-être 6 ou 7 mois, on relance un petit peu le film. Donc là, bah, je pars quasiment 4, 5 fois par mois dans différentes salles, justement, bah, toujours dans le même principe, hein, pour aller débattre après le film et échanger avec des gens. Et donc voilà, donc ça, c'était un exemple pour vous montrer que j'ai fait ça de manière purement intuitive, que je ne m'attendais à rien et j'ai l'impression que de s'attendre à rien, c'est aussi une clé du succès. C'est ça. Mhm. Ouais, parce que j'ai vraiment le sentiment, et c'est pareil dans la vie, dans nos liens sociaux et les interactions qu'on peut avoir avec des gens, quand on a des attentes, généralement, on est assez déçu, quoi. Voilà. Mhm. Donc voilà, donc il vaut mieux pas en avoir. Oui, c'est exactement ce que je disais à ma fille hier soir. C'est Ok. les attentes, en fait, qui sont pas, il Et faut ouais, attendre, faut faire ce qu'on aime, en fait, juste. c'est ça, c'est ça. Alors, on a toujours un petit peu d'attente, tu vois, là, par exemple, le livre C'est quoi le bonheur pour vous en chemin vers soi, que j'ai écrit, là, va sortir au mois de juin. Mhm. Et donc, bah, c'est encore une nouvelle aventure pour moi, c'est quelque chose d'inédit. Alors, il y a toujours une part de moi qui a des attentes, entre guillemets, où j'aimerais en fait que des millions de personnes soient impactées par ce livre. Sûr. Je trouve que ce livre, il est d'utilité publique, comme le film C'est quoi le bonheur pour vous, l'école de Mhm. la vie. Ah oui, j'ai pas dit, mais on fait aussi un magazine qui s'appelle le magazine Innovation en éducation, qui est Oui. aussi pour moi d'utilité publique. Mhm. Donc j'ai envie qu'il y ait un maximum de personnes qui aient accès en fait à l'information. Mais c'est pas des attentes pécuniaires, c'est pas des attentes financières, c'est plutôt des attentes de jardinier en fait. J'ai envie vraiment de Ouais. semer parce que dans ce livre-là, en l'occurrence, je livre une partie. En fait, j'ai étalé ça sur 12 escales. Donc là, il y en a 6 dans ce premier livre et je vais en faire un deuxième en fait où il y a les 6 autres. Et en fait, c'est quasiment plus de 30 ans d'expérience de ma vie sur mon propre cheminement de la connaissance de soi que je livre en fait dans ce livre. Et c'est des choses qui sont tellement simples et tellement basiques que personne n'en parle en réalité. C'est trop simple, ouais, pour les Non, gens.
Oui. et que très peu de personnes mettent en place dans leur vie. Mais moi, je le dis et je l'écris parce qu'en fait, je le fais en fait depuis 30 ans. Et je pense que si je suis là à discuter avec toi ce soir depuis le Portugal, c'est parce que justement, en fait, c'est parce que je mets tout ça en place dans ma vie. C'est parce que Mhm. j'ai une routine de vie, on va dire, ou des habitudes de vie qui me permettent d'être bien dans mon corps et d'être bien dans ma tête déjà en priorité. C'est-à-dire que je me fais passer en priorité avant Voilà. tout le reste. Et j'invente rien, hein. Il y a plein de personnes qui le font bien avant moi, hein. Tout ça, je l'ai découvert aussi dans des rencontres, dans des lectures, etc. Mais maintenant que je l'applique depuis bien 30 ans, je vois la différence avec l'ensemble de la population. Je suis plus éclairé, mon regard est différent dans les situations, sur des situations qui peuvent être compliquées, par exemple. Je vois bien que je sais rebondir assez facilement si j'ai un échec, entre guillemets, parce que je le mets entre guillemets, parce que pour moi, il n'y a pas réellement d'échec. En réalité, j'ai appris quelque chose et je le ferai différemment la prochaine fois. Et je vois bien que, allez, 70% de la population est conditionnée autrement. Et je dis bien Oui. conditionnée parce qu'on est vraiment conditionné. Donc, c'est sociétal, ça part de l'éducation, mais c'est aussi parental, c'est tout ce qu'on se transmet les uns avec les autres. Donc, c'est vraiment quelque chose de très sociétal. Donc, c'est pour ça que je disais au tout début, c'est pas évident, en fait, de sortir des rails parce que dès le départ, on nous met sur des rails, on nous dit Oui. qu'il faut aller tout droit. Euh, mais la clé, vraiment, elle est là. En fait, s'il y a une vraie clé, c'est vraiment de prendre soin de soi et de prendre ça très au sérieux. Parce que je vois bien que si moi je le fais, automatiquement, en fait, j'inspire des gens autour de moi. Mhm. Sans mes activités, hein, sans mes activités. C'est-à-dire que je vois bien que quand je rencontre des gens, en fait, dans ma vie de tous les jours, dans le train, je sais pas, là aujourd'hui sur la plage, etc., je pense que dans mon attitude, dans ce que je suis, dans ce que les gens peut-être peuvent voir dans mes yeux, je sens en fait que ça les inspire. Je sens en fait que qu'ils se disent, ah putain, j'ai fait une bonne rencontre aujourd'hui, c'est cool, quoi. Tu vois? Oui. Et, et ça, c'est possible parce que je prends soin de moi. Mais si tout le monde faisait ça, on serait dans une société complètement différente. Mm. Et c'est vraiment des grands basiques. C'est l'alimentation, le sport, la nature, le sommeil, des exercices de relaxation. En fait, tout ça, ça devrait être intégré dans notre vie, au même titre qu'on mange ou qu'on se brosse les dents. C'est devenu une habitude et faire attention au sommeil, avoir une alimentation qui nous nourrit, mais pas qui nous nourrisse dans le sens j'ai faim, Mhm. une alimentation qui nous nourrit au sens vital, qui nous apporte vraiment de l'énergie, c'est-à-dire de l'alimentation santé, un peu comme le disait Hippocrate, hein, que ton aliment soit ton premier médicament. Si on Oui. faisait ça aussi sérieusement, donc notre sommeil, si on faisait du sport régulièrement, si on allait le plus souvent possible aussi dans la nature, si on pratiquait des exercices de relaxation quotidiennement, tout ça, en fait, si c'était vraiment intégré, je t'assure qu'on serait dans une société complètement différente. Et moi, je suis entouré de gens qui sont comme moi et qui ont leur propre routine de vie dans leur vie. Et donc, on est tous différents, hein. Ce que je mange n'est pas forcément la même chose qu'un de mes potes. Le sport que je fais va être différent aussi d'un de mes potes, etc., etc. Mais chacun a bien compris tout ça dans les gens qui m'entourent. Et voilà, et on est tous éclairés, j'ai envie de dire, on est tous éclairants. On s'éclaire à l'intérieur, même entre nous. Mhm. Donc, on forme, on va dire, une communauté et on est des millions de personnes à travers le monde à l'avoir compris et à le mettre en place. C'est pour ça, en fait, qu'il y a de plus en plus de prise de conscience, etc., parce qu'on est Oui. vraiment plein à le faire. Mais c'est vrai que comme on ne nous l'a pas appris, eh ben, c'est pas évident pour les individus d'aujourd'hui de sortir, en fait, de ce déconditionnement, enfin, de ce conditionnement, de se déconditionner et de remettre en place des nouvelles habitudes. Ça demande beaucoup d'efforts, beaucoup d'énergie, de prendre du recul, avoir des perspectives différentes sur la vie, sur notre couple, si on est en couple, sur le mariage, sur des enfants aussi, si on a des enfants. Notre job, si on a un métier aussi, ça nécessite de remettre en question beaucoup de choses, en tout cas de se poser des questions, quoi. Mais une fois que c'est acquis, et c'est vrai que ce cheminement peut être un peu long ou court en fonction des individus, Mhm. mais une fois que c'est acquis et qu'on a commencé à faire le premier pas, après, normalement, le tapis se déroule tout seul, quoi. Et c'est Oui. toujours, d'ailleurs, c'est valable dans beaucoup de choses, c'est toujours le premier pas, en fait, qui est souvent le plus compliqué, quoi. Et donc, voilà, donc, ouais, c'est un peu ça, ma vie, hein. Donc, et là, il y a une chose qui me vient à l'esprit, Oui. que quand je crée mon entreprise, donc à 23 ans, je me pose plein de questions. Et une question que je me pose, c'est comment je peux assouvir mes besoins. Autrement dit, quels sont mes besoins? C'est un peu répondre à la question, c'est quoi le bonheur pour vous? Tout en impactant le monde de manière positive. Et donc, c'est important de comprendre ça parce que il y a toujours, pour les gens qu'on peut trouver brillants comme ça de l'extérieur, très souvent,
qui sont dans la même démarche que moi, c'est-à-dire qu'on met à contribution nos talents pour quelque chose qui nous dépasse. C'est-à-dire qu'en réalité, on se sent avant tout utile et on a le sentiment de participer à une éclosion positive dans notre société, peu importe ce que la personne fait. Et ça, c'est quelque chose qui est assez déterminant parce que c'est ce levier-là qui t'ouvre après en fait sur beaucoup de choses, quoi. C'est-à-dire que ça ne veut pas dire que tu te mets de côté, parce que tu l'as bien compris, je me fais passer en priorité tous les jours pour être bien dans ma tête et pour être bien dans mon corps. Mais par contre, je me mets un peu en retrait. En fait, ça fait pas si longtemps de ça que je parle de moi. Ça fait même pas 10 ans. Avant, je parlais uniquement de mes activités et tout ce qu'on fait en fait dans nos activités. Et moi, on me voyait très peu. Et en fait, il y avait beaucoup de gens qui me demandaient, mais en fait, c'est qui a derrière Néo Bien-être, qui fait ces choses extraordinaires? Et donc, un jour, on s'est dit, bon, bah voilà, je vais commencer à parler un peu de moi. Mais bon, tout ça pour dire que moi, je me mets en retrait. Et souvent, les gens, quand ils sont dans la même énergie que je le suis, c'est souvent ça. Ou alors, si c'est pas le cas, si eux sont très en avant, s'ils se mettent vraiment très en avant, c'est-à-dire, imaginons un conférencier, par exemple, c'est son activité, son idée, c'est d'être en avant, bah, très souvent, quand même, s'il le fait, c'est pas pour lui, c'est vraiment pour les C'est autres, ça. quoi. Ouais. C'est pour impacter les gens. Donc, ça, c'était un point qui était important, c'est vraiment déterminer ses besoins. Quels sont nos besoins? C'est quoi le bonheur pour moi, en fait, pour me sentir heureux, tout simplement. Et comme moi, j'ai des besoins qui sont assez primaires, c'est manger, dormir, voyager, Ouais. être en contact avec les gens, l'amour, l'amitié. Enfin, tu vois, c'est des choses très primaires. Je suis pas quelqu'un de matérialiste. Donc, j'assouvis ces besoins dans mon quotidien. Et le seul point, je vais te dire, qui était peut-être important, c'est que pour moi, il est vital de voyager. En tout cas, je sens que ça fait partie de mon équilibre. Je sens que j'ai besoin d'être dans le mouvement. Et d'ailleurs, il faut vraiment recommander aux gens d'être dans le mouvement. Ça ne veut pas dire forcément voyager, mais être dans le mouvement parce qu'on est vraiment dans des sociétés hyper sédentaires. On est trop derrière notre ordinateur à rien faire. Et nous, en tant qu'être humain, on n'est pas fait pour être sédentaire. On est fait pour bouger, justement, quoi. Et donc, j'ai voulu créer cette activité en me disant, il faut que j'assouvisse mon besoin de voyager tout en impactant le monde de manière positive. Donc, il faut que je crée une activité qui me permette de travailler en fait partout dans le monde, très clairement. Et donc, c'était ça aussi mes réflexions avant de me lancer et de me dire comment je peux créer une entreprise qui me permettra de travailler partout dans le monde, d'assouvir mon besoin, j'allais dire vital, je ne sais pas si c'est le terme, mais c'est clair que ça me fait énormément de bien, en fait. Tu vois, je crois que je suis quelqu'un qui est un peu comme Indiana Jones. J'aime bien la découverte, j'aime bien Ouais. défricher et ouvrir des voies. Donc, je sens que j'ai besoin de ça. Donc, assouvir ce besoin-là et en même temps impacter de manière positive. Et donc, bah, je vois que ça marche, que ça inspire les gens. Et en fait, surtout, c'est ce que je te disais il y a 5-10 minutes, c'est qu'en réalité, tout le monde peut le faire. Chacun de déterminer ses besoins, bien évidemment. C'est Mais ça. s'il y a des gens pour qui ça fait rêver de voir bah, tout ce que je fais, toutes les publications qu'on peut mettre sur les réseaux sociaux, nos activités, les films et tout, etc. Ben voilà, ça veut dire que tout ça, c'est possible. Moi, je me dis à chaque fois, si moi je le fais, en fait, tout le monde peut le faire. Mais par contre, j'insiste une nouvelle fois sur le fait qu'il faut comprendre que c'est un choix de vie, c'est que beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, mais que je ne vois pas passer parce que je m'éclate dans ce que je fais. Donc, j'ai pas du tout l'impression de bosser. En fait, c'est complètement dans ma vie, si tu veux. L'entreprise, c'est moi et moi, c'est l'entreprise, quoi, quelque part. Donc, j'ai pas du tout l'impression de travailler, hein, entre guillemets. Mais voilà, il faut quand même conscientiser que c'est un choix de vie et que je pense qu'il y a, si j'emmenais quelqu'un avec moi dans mon quotidien, pour qui ça fait rêver, peut-être que ça lui permettrait de voir si c'est vraiment une vie qui lui correspond. Parce que c'est un choix de vie. C'est pas évident en fait de la décrire, mais c'est mon quotidien de tous les jours, quoi. C'est le choix aussi peut-être pour les personnes qui sont installées dans quelque chose sur des rails, comme tu disais, c'est de faire le choix déjà de sortir du rail. Je crois que c'est ça le plus difficile au départ. Après, une fois que tu le fais avec cet état d'esprit-là, d'y aller sans attendre, de faire ce que t'aimes et pour le retransmettre à l'autre, après toutes les synchronicités qui se mettent en place et tout va, et comme tu dis, après ça roule tout seul. Voilà, effectivement, faut travailler. On n'a rien sans rien. Mais d'abord, on s'ennuierait, je pense, si on était là à attendre, je sais Ah pas oui. pourquoi en vérité. Mais une fois que c'est lancé, que tu vis, c'est ta vie en fait qui change complètement. Mais c'est ce premier pas là qui est important, Ouais, je pense.
C'est déstabilisant parce que, pour resituer aussi le contexte, parce que je pense que ça arrive à beaucoup de personnes, avant de me lancer et de créer mon entreprise, eh ben, évidemment, mon entourage le plus proche, mes amis, ma famille, me disent, mais Julien, en fait, t'es fou. Donc, Ouais, en gros, hein, je résume, mais c'était un peu ça, quoi. Et en fait, ce qui se passe, c'est que c'est juste le reflet de leur propre peur. Donc, quand toi, tu as compris ça, déjà, tu as déjà compris énormément de choses. Mais même si tu l'as compris, c'est pas forcément évident de pas écouter ou de pas être sensible à ce discours qui sont quand ouais, même ta famille, tes amis. A priori, ils te veulent du bien. Donc, c'est pas évident, tu vois, de te faire confiance à 100% et de te dire, non, écoute, moi, je le sens. Si je le sens, je vais le faire. Ça, je sais que c'est pas évident, mais pour en arriver là, je reviens à ce que je te disais. Comme tu l'as compris, ça fait 30 ans en fait que je prends soin de moi. mhm, Et donc, du coup, bah, comme j'étais déjà dans cette démarche, je pense que ça m'a aidé justement à être détaché, à avoir le recul nécessaire par rapport à ce discours ambiant autour de moi de ouais, personnes qui étaient, oui, juste dans leur propre peur, quoi, qui étaient conditionnées en réalité par la société, hein, tout simplement. Donc, le discours était très simple, hein, c'était oh, t'as vu le chômage, regarde Julien, t'as pas de diplôme, mais qu'est-ce que tu vas faire si ça marche pas? Alors après, quand j'ai lancé mon entreprise, c'est oh, t'as vu, ça marche pas, maintenant comment tu vas faire? Enfin, c'est clair que ça peut être très déstabilisant. ouais. C'est même en fait pas encourageant, alors que les gens pensent que c'est pour notre bien en fait qu'ils le disent. Hein. C'est ça qui est assez dingue. Mais toi, de l'autre côté, quand tu le vis, quand par exemple, tu n'arrives pas à faire décoller ton entreprise, quand tu sens en fait que tu peines, quoi, que c'est compliqué, donc tu as besoin justement plutôt d'avoir un entourage qui te soutient positivement en disant allez, c'est bon, ça va marcher, t'inquiète pas. Et qu'en fait, on te dit l'inverse. C'est vrai que c'est pas forcément évident de maintenir la barre et dire non, c'est bon, je lâche rien, je me fais confiance, j'y vais à fond. Mais pour faire ça, je pense que c'est quasi nécessaire justement de prendre soin de soi, quoi. Tous Oui, ceux qui sont, à mon sens, qui sont pas dans cette démarche, c'est trop facile en fait de basculer dans la conscience collective sociétale en disant ouais, mais c'est vrai, ils ont raison. Oh là, ça fait 2 ans que je peine et en fait, j'arrive même pas à me tirer un salaire, c'est trop galère. Ben non, en fait, il faut rien lâcher, quoi. Et ouais, mais pour en arriver là, c'est sûr qu'il faut être bien dans sa tête et il faut être bien dans son corps. Ça, c'est une certitude. Moi, je pense que ce que je faisais à l'époque, c'est du kung-fu. Le kung-fu m'a beaucoup aidé, à mon avis, aussi à persévérer, à rien lâcher, à me relever quand je posais le genou à terre. Parce qu'évidemment, j'ai essuyé plein d'échecs et je continue d'ailleurs à essuyer des échecs. Il faut quand même le savoir. Hein. La vie n'est pas toute rose. Mais forcément, ouais, c'est sûr que ça m'a aidé à me relever à chaque fois et à continuer, quoi. Et je voyais bien d'ailleurs à l'époque, quand je me suis lancé, j'avais des confrères, on va dire, autour de moi qui se lançaient aussi, qui créaient leur activité. Et il y en a beaucoup qui ont arrêté et j'étais quasiment le seul en fait à continuer en me disant, bah non, ok, bon, ça fait 3 ans là que ça marche pas super bien, mais non, non, il faut que ça marche, quoi. Donc, c'est vrai que il faut avoir un mental, mais pour avoir ce mental, il faut prendre soin de soi. On en arrive toujours à ça, quoi. ouais. Et c'est pour ça que j'ai écrit le livre C'est quoi le bonheur pour vous? Parce que c'est vraiment une des clés fondamentales qui t'aide après dans ta vie personnelle et professionnelle. Sous condition de vraiment d'être rigoureux. Et je sais que la rigueur, ça fait pas vibrer tout le monde, mais c'est hyper important d'être. Nécessaire, ouais. Mais c'est nécessaire. Si tu es rigoureux envers toi-même, et après, bah, imaginons, tu crées quelque chose, tu seras aussi rigoureux dans ce que tu fais, quoi. C'est-à-dire que le temps et l'énergie que je passe pour moi, forcément, est décuplé après pour le reste. Donc, ça, c'est peut-être facile à comprendre intellectuellement. Après, il faut l'intégrer et Voilà. le Après, il pratiquer. faut que, voilà, moi, j'invite tout le temps les gens à passer à l'action, quoi. Vraiment. C'est un des points qui nous manque, je trouve, en France, parce qu'on est très créatif. On est vraiment très, très bon en termes de créativité. On a vraiment des idées incroyables. Mais en fait, il y en a quand même très peu qui passent à l'action. Et comparé aux États-Unis, par exemple, où je voudrais pas caricaturer, mais on va dire qu'ils réfléchissent un peu moins que nous. Mais Ouais, par contre, ils passent à l'action immédiatement. il se Et donc, lance. Ouais. ils se lancent ouais, très rapidement. Et puis surtout, il y a une culture de l'échec qui est complètement différente que nous en France. C'est-à-dire que là-bas, l'échec est plutôt valorisé. Donc, les banques t'aident parce que tu t'es trompé une fois ou deux fois. Parce qu'ils disent, bah oui, si tu t'es trompé, a priori, maintenant, tu peux que faire mieux. Alors que nous, en Wow. France, bah, c'est totalement l'inverse, quoi. Enfin, l'échec, c'est aussi quelque chose de très sociétal et très français qui est très mal perçu, très mal vu dans beaucoup de choses, alors que dans d'autres cultures comme les États-Unis, mais c'est le cas aussi au Canada, c'est le cas aussi en Angleterre, je crois. Voilà, il y a des cultures où, bah, évidemment, si tu t'es planté quelque part, a priori, tu as retenu la leçon, tu ne feras pas la même bêtise, normalement. Hein. En tout cas, c'est là-dessus que misent ces cultures, quoi. Donc,
Donc ouais, il faut vraiment prendre soin de soi. Il y a beaucoup de gens, tu sais, qui me disent à chaque fois, mais Julien, en fait, comment tu fais? Comment tu fais pour faire tout ce que tu fais, etc. Et je leur dis, bah, je prends soin de moi. C'est Ça ça la rentre clé. dans le temps, quand tu es dans l'instant, les choses, elles s'alignent les unes après les autres et tu le fais, c'est tout. Et puis voilà, il n'y a pas besoin de se poser des questions en fait. C'est ça, ouais. Pour être à l'écoute de son intuition, pour être réceptif aux antennes qu'on dresse sur notre tête, pardon, il faut prendre soin de soi. Mm. C'est vraiment une évidence. Et il y a plein de choses. C'est clair que c'est pas une seule chose, c'est multifactoriel. Ça regroupe quand même plusieurs paramètres. Et c'est pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans le monde de l'éducation, parce que je pense que tout ça, en fait, on peut nous l'apprendre. En tout cas, on peut nous semer les graines le plus tôt possible, donc y compris sur les bancs de l'école, dans notre foyer, enfin de manière sociétale, hein, globalement. Donc ça, si on fait ça, on fait un beau cadeau à l'humanité. Et donc, après, le côté positif aussi, quand même, c'est de se dire qu'à n'importe quel âge de notre vie, on peut reprendre quand même les rênes de sa vie. Hein. C'est pas Mhm. une question d'âge. Il faut pas se dire parce que j'ai tel âge, bah non, pour moi, c'est foutu, quoi. Pas du tout. J'ai suffisamment d'exemples autour de moi de façon intergénérationnelle de personnes, en fait, qui à un moment donné ont un déclic. Ils ont dit, mais oui, en fait, mais oui, carrément, c'est pas ça la vie, quoi. En tout cas, c'est pas ce que je veux, moi, de ma vie. Et qui sont passés à l'action et qui sont pleinement heureux et qui vivent leur vie de rêve, Ouais. peu importe l'âge qu'ils ont. Donc ça, c'est les fausses excuses. On a plein de fausses excuses hein, aussi. C'est un truc qui est très français, ça, de se trouver plein de fausses excuses quoi, pour ne pas faire, en fait, pour ne pas aller à l'action. Ça, on est très, très fort là-dessus. Mais c'est vrai que tout ce qui concerne la rigueur, la discipline, sortir de sa zone de confort, faire des efforts, ah, bah, tout ça, non, c'est sûr que ça ne fait pas rêver, quoi. Ah, ça, c'est sûr. On est trop bien dans son confort. Je vais te donner un exemple, peut-être pour que les gens aussi comprennent. Bon, moi, je me considère quand même comme quelqu'un de sportif. De Donc, quelqu'un de? de sportif. Ouais. Et tu vois, par exemple, quand je suis à Montpellier, là, en période d'hiver, donc j'ai pris l'habitude, moi, pareil, de manière disciplinée, d'arrêter de travailler à 4h30 de l'après-midi. Parce que j'estime que je suis réveillé vers 5h30, 6h. J'estime que j'ai fait déjà une très belle journée, que j'ai pas besoin d'aller beaucoup plus. Et donc, je veux que ce temps-là, à partir de 4h30, me soit entièrement dédié. Et donc, très souvent, je vais faire du vélo. Bah, la chance d'habiter à Montpellier, c'est que la mer est pas très loin, donc je vais à la mer en vélo. Donc, je fais 24 km aller-retour. Bon, bah, en hiver, j'ai pas envie de prendre mon vélo, de porter mon vélo sur les 3 étages, de mettre mon bonnet, mes gants, et d'aller faire 24 km et d'avoir froid. J'ai pas forcément envie, j'ai envie de rester bien tranquille chez moi au chaud, me prendre un petit chocolat chaud, C'est bien pourquoi aussi. pas viennois avec de la crème chantilly. Ouais. Et j'ai pas forcément envie de ça, tu vois. Mais en fait, je le fais pourquoi? Parce que je sais que quand je vais revenir, je vais être dans une autre énergie. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un peu comme une batterie, je vais recharger mes accus et je vais être dans une bonne vitalité, tu vois. Et comme j'ai pris l'habitude de le faire, je sais, je connais en fait l'état. Je sais ce qui m'attend en fait à mon retour. Parce que derrière, on est bien. Ouais. Si tu veux prendre ton chocolat après, éventuellement. Et éventuellement, c'est ça, ouais. Donc, oui, en fait, c'est pas facile parce que j'ai pas envie de le faire, tu vois, mais je le fais. Et c'est un peu ça, en fait, qu'on devrait travailler, Oui. notamment en France, tu vois. C'est oui, j'ai pas envie de le faire parce qu'il n'y a pas beaucoup de monde quand même qui aime le faire, mais je sais que si je le fais, ça va m'aider, ça va me faire du bien, je vais avoir une bonne vitalité. Et donc, du coup, après, ça va m'aider dans plein de choses. Oui. Dans ma relation avec, je sais pas, mon copain ou ma chérie, dans les interéchanges sociaux de manière un peu globale, dans ma vision qui va être beaucoup plus éclairée, je sais pas, de la vie, de mon entreprise, de la créativité, etc. Enfin, tout ça joue énormément. Là, je parle que du sport, mais après, il y a plein de petites choses, comme je te disais, le sommeil, l'alimentation, etc. Donc, oui, ça fait pas vibrer. C'est pas forcément tout le temps euh, une partie de plaisir, mais je le fais parce que je sais que ça va me faire du bien et que donc, du coup, si moi, je me sens bien, si j'ai une bonne vitalité, potentiellement, c'est ce que je peux donner le meilleur, en fait, autour de moi, quoi. Et j'aimerais tellement que les gens conscientisent ça en réalité. Tu vois, parce que je me dis que, en fait, c'est une responsabilité citoyenne, mine de rien, tu vois, de Oui. prendre soin de soi, quoi. Et donc, si chacun faisait ça et avait vraiment dans sa tête cette responsabilité en se disant, OK, bon, j'ai pas envie de faire ça, nanana, nanana, mais bon, je sais que si je le fais, moi, je vais me sentir bien et potentiellement, je sais pas, je sais que ça va améliorer mes relations avec mes enfants, avec ma femme, etc. Mhm.
Bah, forcément, ça va inspirer sa femme, ça va inspirer ses enfants. Ils vont se poser des questions, dire ah mais qu'est-ce qu'il y a, papa, t'es en super forme et tout, c'est génial. Et donc voilà, et donc ça peut être quelque chose de très, d'ailleurs, à partager ensemble. Mais il y a suffisamment d'études maintenant qui le montrent, hein. Il suffit qu'il y ait un élément dans une famille qui prenne soin de lui, et en fait, ça inspire les autres aussi à faire la même chose. Donc, et c'est pareil, on peut le transposer dans notre société. Donc, Partout, oui. ouais, si toi tu vas bien, si toi tu rayonnes, forcément tu inspires soit de manière directe, soit de manière indirecte, les gens autour de toi, quoi. De toute façon. Donc voilà, ça c'était juste un exemple pour te dire que parfois j'ai pas envie. Il y a un deuxième exemple. Donc tu as compris, je me lève tôt et donc le matin, j'ai une routine aussi pour me réveiller. Donc moi je prends pas de café ou de théine ou de caféine, etc. Donc je suis plutôt partisan d'un réveil qui est doux par le corps. Donc je pratique des exercices de yoga le matin pour étirer mon corps, réveiller mes muscles et tout, etc. Puis après, je fais un petit peu d'endurance chez moi, je fais un peu de réveil musculaire, on va dire. Ça me prend, allez, grand max 30 minutes à 40 minutes. Après, je fais une douche froide. Ça, je sais que ça ne fait pas arriver aussi beaucoup de gens. Ça fait du bien. Mais ça fait du bien. Ah ouais. C'est assez dingue d'ailleurs. En plus, il y a plein d'études maintenant qui le montrent. Et c'est pareil, tu n'as pas envie de prendre une douche froide en hiver, hein, ni en été. Hein. Tu n'as vraiment pas envie. Mais par contre, je sais que quand je le fais, après, c'est toujours pareil, c'est toujours pour les mêmes raisons. Mon énergie va être différente parce qu'elle va être liée aux exercices que j'ai fait le matin, plus à cette douche froide. Donc, voilà, c'est un autre exemple pour dire, je suis un humain, on est tous des êtres humains, on est tous à peu près pareils en fait par rapport à ce type de situation. Mais voilà, je sors de ma zone de confort du coup très régulièrement. Oui. En fait, pour les autres, quelque part, quoi. C'est assez humaniste comme démarche. Évidemment, c'est pour moi, parce que bah, j'aime bien me sentir bien, forcément, dans mon corps et dans ma tête. Mais c'est une vraie démarche qui est... Sinon, je ne pourrais pas faire tout ce que je fais. Je pense que ce serait quasi impossible, quoi. Ça serait trop facile de me laisser aller dans ma zone de confort, en fait. Ça tient à pas grand-chose, hein. Vraiment. Oui, oui, ça tient à pas grand-chose, oui. Ouais. C'est plus ce que je disais d'ailleurs, c'est par rapport à cette zone de confort. Et oui, c'est facile de se laisser embarquer dans du ramollo. Mais voilà, c'est bien, ça fait, ça fortifie le mental aussi, je pense. Et puis voilà, c'est vraiment nécessaire. Ça fait du bien partout, en fait. Je suis contente de partager ça, que tu partages ça. J'ai encore un autre exemple qui date d'aujourd'hui. Je suis venu ici en Algarve, au Portugal, pour plusieurs raisons, mais notamment parce que j'adore faire du surf et du Oui. bodyboard. Et donc là, par exemple, aujourd'hui, c'est une journée qui est très agitée au niveau de la mer. Donc, c'est-à-dire que les vagues, tu sais, viennent de manière consécutive de très près. Donc, il faut beaucoup d'énergie pour passer les vagues et tout, etc. Et donc, aujourd'hui, par exemple, il y avait quasiment personne à l'eau. Je crois qu'on était trois, il me semble, à l'eau. Et donc, l'eau, elle est froide. C'est un peu la tempête, c'est un peu agité. Mhm. Évidemment qu'il n'y a personne à l'eau. C'est pas très confortable, tu vois. Mais pourquoi je l'ai fait? Parce que en fait, j'ai senti intuitivement que d'un point de vue énergétique, je savais qu'en fait, ça allait me faire du bien d'aller faire cette session, quoi. Donc voilà, donc bah, je me suis habillé et puis j'ai été faire du surf pendant 1 heure. Et effectivement, après cette petite heure de surf, eh ben, je me sentais super bien. Oui. Puis tu te dépasses en plus. Et je Oui, pense que c'est vraiment bon pour soi aussi de voir que, ah oui, mais ok, et, ben voilà, toi tu racontes ça, les personnes elles vont tenter de le faire derrière, elles vont essayer au moins une fois, franchement, inviter les personnes à faire les choses au moins une fois et voir le résultat que ça leur procure et se dire, être fier et dire, bah oui, mais moi aussi en effet je peux le faire et voilà, je le tout fais à une fait. fois, 2 fois, 3 fois. Tout à fait. En Ouais. fait, ça renforce énormément la confiance en soi. Oui. Parce que si on attend des autres de renforcer notre propre confiance, ça va être très compliqué. Par contre, effectivement, il y a plein d'outils comme celui-là, par exemple, où effectivement, bah, oui, ça redonne confiance en soi. C'est un peu comme un leitmotiv. Je fais beaucoup de randonnée aussi. Mm. J'adore la randonnée. Et ça, c'est un exemple qui me vient à l'esprit. Bah, quand je fais de la randonnée de haute altitude et qu'on fait, je sais pas, entre 1000 et 1500 mètres de dénivelé positif dans une journée et qu'on doit passer un col, bah, évidemment, ça demande beaucoup d'efforts. C'est très physique à tous les niveaux, musculaire et cardiaque, en fonction de là où on se trouve. Mais quand même, c'est quand même 1500 mètres de dénivelé. Quand on arrive tout en haut du sommet, en fait, c'est la récompense. Mm. C'est-à-dire, oui, on en a chié pendant je ne sais pas combien d'heures, mais non pas qu'il y ait une carotte, parce que, enfin, en tout cas, personnellement, je ne le fais pas pour ça. Je ne le fais pas pour me dire, tiens, là-haut, en fait, ça va être génial, parce que finalement, on reste quand même très peu de temps en haut. Mm. Mais par contre, quand tu arrives là-haut, tu as
tu as un sentiment de fierté qui est indescriptible. Ouais. Et ça, d'ailleurs, la randonnée, je trouve que c'est un bon vecteur justement pour les gens pour se redonner confiance. Moi, je le vois dans des séjours parce qu'on organise des séjours vélo, yoga et méditation Mm. où je constitue des groupes de 12 personnes, de personnes qui n'ont pas forcément fait du vélo hein, d'ailleurs. On fait 50 km de vélo par jour en moyenne, puis on fait du yoga, de la méditation, on visite des villages, enfin, c'est vraiment très sympa. Et en fait, ce que je m'aperçois systématiquement, j'en ai fait 9, qu'à chaque fois, en fait, les gens, tu sais, j'aime bien débriefer avec eux en milieu de semaine, à la fin, etc. Ouais. En fait, pour la plupart, ils disent que ils n'auraient jamais fait ça s'ils n'étaient pas en groupe, par exemple. Mm. Euh, ils auraient été seuls, ils n'auraient jamais fait même pas un tiers de ce qu'on a fait en vélo. Des situations, à un moment donné, on se retrouve à faire des cols, par exemple, alors qu'une fois de plus, ce n'étaient pas forcément des cyclistes. Hein. Eh ben, ils l'auraient peut-être jamais fait, d'après eux, mais vu qu'il y a le groupe et donc la force du groupe et l'énergie qui va Porteur. avec, en fait, ils se dépassent s'ils le font. Et donc, arrivé in fine à la fin de la semaine, ils sont super fiers d'eux. En fait, ils ont découvert qu'ils avaient un potentiel qui était insoupçonné. Et ça va tellement loin, c'est-à-dire qu'en une semaine, ça leur fait tellement du bien que bon, moi, ça me fait rire, mais bon, c'est peut-être pas marrant, mais il y en a qui vont changer leur alimentation, arrêter de fumer, divorcer, changer de travail, etc., etc. Parce qu'en fait, en une semaine, ils ont pris des déclics sur déclics, parce qu'on discute beaucoup aussi, tu vois, dans Ouais. les groupes. Donc, c'est un peu comme de la thérapie, hein, finalement, quoi, sauf que ça se fait de manière très naturelle. Et donc, oui, ça fait partie des points, en tout cas, où ça leur redonne confiance en soi. Là, moi, je vais voir tous repartir gonflés à bloc, avec c'est très souriant, les yeux qui pétillent, avec une belle confiance en eux, alors qu'on a juste fait du vélo, du yoga, de la médite, et qu'on a discuté, quoi. En gros. Ouais, c'est pas juste, c'est énorme, c'est énorme de faire ça, surtout pour des personnes qui n'ont pas forcément l'habitude aussi. Bah oui, oui, Ça ouvre des portes incroyables. c'est ça, ouais. Ouais, ouais. Waouh. Et ben, tu vois, je savais pas toute cette partie-là, donc je suis vraiment contente. Ça m'interpellait un peu tout ce que tu partageais parce que voilà, moi je travaille aussi, je travaille avec les anges, moi du coup je suis dans ce côté de spiritualité aussi, et puis d'amener les gens à être autonomes et à se découvrir. Hein. On fait un peu la même chose quelque part. Et je disais mais c'est pas possible que ce gars il fasse ces trucs-là. Et il y a une fois où j'ai vu que tu avais partagé quelque chose où tu parlais des êtres de la nature, qu'il y avait des gens qui aimaient bien, qui savaient, qui pensaient qu'il y avait quelque chose avec des êtres de la nature. Je disais, ah ben oui, mais quand même, voilà, il se rend compte qu'il y a quelque chose, que c'est pas possible. Mais en fait, ça fait bien longtemps que tu le sais, tout ça. Ah oui, oui, oui. C'est ce Bah, tu qui sais, te moi, porte aussi. je faisais des câlins aux arbres dans la cour de maternelle. Ah oui, voilà. En fait, les gens me trouvaient bizarre, donc j'étais obligé de me cacher pour faire ça. Et oui, oui, bah justement, c'est un des chapitres qu'il y a dans le livre C'est quoi le bonheur pour vous, là? Et C'est ouais. tout un chapitre qui est dédié à la nature. On a complètement oublié, alors qu'on est blindé d'études scientifiques hein, pour les cartésiens, de tous les bienfaits que peut nous apporter la nature. Donc ça, c'est vraiment le côté très cartésien des bienfaits de la nature. Après, évidemment, il y a aussi une vie très subtile que certaines personnes peuvent percevoir, d'autres non, mais a priori, ça s'apprend et ça peut se cultiver. Moi, je parle vraiment beaucoup plus de tous les bienfaits ouais, de la nature, tout simplement. En fait, tout ce qu'elle peut apporter. Donc, moi, je donne quelques exemples, mais c'est vrai que tout le monde n'est pas obligé de faire comme moi, et c'est ce que je dis dans le livre. Mais c'est juste pour donner un exemple. Moi, je vois bien que quand je pars juste une nuit en bivouac, juste une nuit, hein, je quitte Mhm. Montpellier, je fais un bivouac quelque part dans une zone que j'aime bien, en pleine nature. Donc, je suis tout seul, il n'y a personne, il n'y a pas de bruit, il n'y a pas de pollution sonore. Je suis seul avec les animaux. Et ben, je vois bien en fait que quand je reviens chez moi, c'est pareil. En fait, ça m'a fait un bien fou. C'est un autre bien. Donc, c'est différent, par exemple, que quand je reviens du vélo. Je te disais, là, j'ai une grande vitalité. C'est quelque chose d'autre, en fait, plus subtil. Mais quand je reviens d'une nuit en bivouac, en fait, je me sens super bien aussi. J'ai une espèce de vitalité. Et à chaque fois, ça me fait même très bizarre quand je rentre en ville. C'est-à-dire juste une nuit, quand je reviens à Montpellier, pourtant, c'est pas une très grande ville, Montpellier. En plus, moi, je suis ce que j'appelle dans le village de Montpellier, donc je suis dans le cœur de Montpellier. À chaque fois quand je reviens, il y a déjà tout de suite une espèce de petit décalage entre le moment où j'étais bien avec les animaux, seul, tranquille, en pleine nature, et hop, où tu reviens, il y a de l'agitation et tout, etc. Oui. Donc ça, moi, je le fais quand même assez régulièrement, et je l'en parle dans mon livre, et je pense que tout le monde devrait le faire assez régulièrement, parce que c'est important de sortir de l'agitation, parce qu'une grande majorité quand même des gens habitent en ville. Donc c'est hyper important de sortir de cette agitation, de prendre du recul et idéalement de se retrouver en pleine nature. Chacun le fait comme il veut de s'extraire de cette agitation.
mais moi, pour le vivre et pour connaître bon nombre de personnes aussi qui vivent la même chose, c'est en fait la nature nous veut tellement du bien que les gens ne se rendent même pas compte en fait tellement c'est évident quoi. Il y a juste quelque chose que les gens peuvent se rendre compte, c'est quand ils partent marcher par exemple dans une forêt. Imaginons ils vont se balader, je sais pas pendant allez 1 heure. Je défie quiconque de revenir au bout d'une heure et de dire oh là je me sens pas bien quoi. Ouais. Généralement, quand on revient, on se sent mieux quand même, ou on se sent bien, ou je sais pas, on a une bonne vitalité, ça nous a fait du bien. Et on va le partager, on va dire, ah, tiens, ça m'a fait du bien d'aller marcher. Ça fait du bien à tout le monde, en fait, c'est comme ça, quoi. Et On est constitué comme ça. Pour le coup, on est constitués tous de la même façon. Donc, ben, ouais, c'est voilà. ça. Et Ouais. si on est un peu observateur et qu'on a des enfants, on voit bien que on laisse les enfants, pareil, je sais pas, dans une forêt ou au bord d'un lac ou au bord de la mer, en l'espace de quelques heures, en fait, ils sont moins agités. En fait, ça fait baisser un peu je- ouais, notre énergie, quoi. Ça nous apaise, quoi, quelque part, quoi. Et donc, voilà. Et puis après, au-delà de ça, ça peut même regonfler notre énergie. C'est pour ça que je fais des câlins aux arbres, notamment. Alors, c'est pas que pour ça, hein, mais moi, je me sens bien, en fait, à leur contact. Mais globalement, tu vois, là, ben, en fait, pendant ces semaines, ici, c'est la mer. Je sens, en fait, que cette énergie aussi m'apporte énormément. Donc, quand je fais du surf et que je suis sur la vague, je me sens totalement en communion, tu vois, avec la nature. J'ai Ouais. l'impression d'être un frère et d'être vraiment en communion avec elle, quoi, et de la respecter. Ça me ramène à quelque chose d'humble qui est assez incroyable. Et je trouve c'est vraiment un des sports qui est assez rare pour ça, je trouve, parce que ça te ramène à une humilité qui est juste dingue de faire du surf. Et ça, j'aime beaucoup. Et en même temps, voilà, je me sens en communion totalement avec la nature. Et je vois bien, en fait, que plus je la considère, donc ça fait bien une bonne 10, 12 ans quand même, plus je la considère à sa juste valeur, plus j'ai conscience, en fait, que c'est un être vivant, globalement, et plus je sens que elle aussi, elle me reconnaît. Et donc, parfois, ça m'arrive vraiment de me sentir comme si je faisais partie qu'un, en fait, avec l'environnement dans lequel je me trouve. C'est assez étonnant. Et donc, c'est la biche qui va venir avec son bébé à côté de moi, par exemple, pour boire. C'est le papillon qui vient se poser sur toi, la libellule qui est juste à côté, comme ça. Enfin, c'est plein de, je trouve, petits signes de la vie, comme ça, qui me fait dire que je me sens à ma place et que je me sens vivant quand je suis vraiment dans la nature, quoi. Je crois que c'est le seul endroit où je me sens réellement vivant, en fait. Ouais. C'est vraiment quand je suis connecté avec la nature et que je suis là, juste à rien faire, à être là, quoi, à être présent. Et bon, alors ça peut paraître peut-être pas pour toi, mais peut-être pour des gens, ça peut paraître un peu uberlu de dire ce genre de choses, parce que c'est vrai que tout ça, on nous l'a pas appris, ça peut paraître un peu bizarre peut-être d'entendre ce genre de choses, mais il faut le vivre. Enfin, plus tu le vis, plus tu vas dans la nature, plus tu la respectes. Moi, je contourne les fourmis, par exemple. Ah bah oui. Tu vois. Ça devient impossible de marcher sur une fourmi, c'est pas possible. C'est ça. Et il y a même des moments, et ça, je ne sais pas l'expliquer, mais il y a des moments, en fait, où je sens qu'il faut pas que je touche les feuilles. Donc, bah, je vais éviter, tu vois, de les toucher. Ou, je sais pas, si je me rapproche d'un arbre, bah, je vais lui demander son autorisation. Enfin, Oui, il y en a tu vois, qui veulent pas. Ouais, il y ouais, en a voilà. qui veulent pas qu'on les touche. Ouais. C'est Ouais. ça. Et donc tout ça, ça peut paraître très bizarre et très curieux, je pense, pour des gens qui ne sont pas habitués à entendre ce genre de choses. Mais pour autant, je vous assure que je suis quelqu'un de très cartésien. Je suis très ancré sur Terre. Oui, Sinon, je ne pourrais pas développer mes activités depuis une vingtaine d'années. c'est ça. Euh, et tout ça, en fait, il faut le vivre pour le ressentir, quoi. Donc, c'est-à-dire qu'il faut ne pas avoir de préjugés, être totalement dans l'ouverture, juste conscientiser que à la base, on faisait quand même partie complètement de la nature. Quand je dis à la base, il faut remonter vraiment des siècles et des siècles et voire des milliers d'années en arrière, hein. On était vraiment complètement intégrés dans la nature. C'était comme ça, on n'avait pas le choix, on n'avait pas créé des villes. On en fait partie, ouais. Ouais. On en fait partie, c'est ça. Et puis, bah, c'est le fait d'avoir créé les villes, donc d'avoir créé la sédentarisation, qui a fait qu'on s'est accaparé en réalité de la nature, on en a fait un objet. Donc maintenant, ça va, hein, il y a un texte de loi qui nous rappelle que finalement, bah, la nature, c'est pas un objet. Merci, merci les politiques. Mais en attendant, c'est comme ça que ça s'est passé. Et donc, il faut juste se rappeler ça, en fait, c'est que nous, on est de la poussière d'étoiles et on fait partie de la nature, quoi. Donc voilà, donc il faut idéalement vivre ces expériences. D'ailleurs, moi j'ai habité 34 ans à Paris, et donc peut-être qu'il y en a qui nous écoutent, qui sont en pleine ville et se disent, ah, bah, il est bien mignon, Julien, mais moi j'ai pas de nature autour de moi. Et donc là encore, je faisais des efforts pour aller dans la nature. C'est-à-dire, je faisais 1 heure et demie de vélo, je traversais tout Paris pour aller jusqu'au bois de Boulogne.
et puis pour aller méditer auprès d'un arbre. Mais Ouais. en fait, à l'époque, je ne savais pas du tout ce que je faisais, hein. En fait, je sentais juste que ça me faisait du bien. Et je sentais que quand je repartais de là, j'avais un peu comme la tête qui sortait de l'eau par rapport à la pression ambiante, au poids énergétique qu'il y a dans Paris, qui est un peu plombant. Et ben, j'avais l'impression, quand je repartais de là, d'avoir un peu la tête qui sortait de l'eau. Et donc, à l'époque, finalement, je méditais. Mais tu vois, en fait, je faisais l'effort, 1 heure et demie de vélo aller, Ouais. 1 heure et demie de retour pour, pour rentrer chez moi. Il faut donner avant, c'est donner pour recevoir et pas le contraire. C'est ça quand voilà que les gens comprennent bien aussi que c'est cette connexion avec la nature et ces retours qu'on peut avoir des arbres ou des animaux. Mais faut d'abord leur donner parce que maintenant on voit beaucoup. Moi je sais qu'il y a des personnes qui m'ont dit ah mais oui j'ai pas pensé à ça parce qu'on voit les arbres peuvent vous donner des soins etc. Ouais, Et donc, elles vont demander des soins. Mais ouais, les arbres, ils le font, mais naturellement. Mais par contre, quand toi, déjà, t'as donné, qu'ils ils savent que, ils savent à qui ils vont le faire aussi, qu'il y a déjà, voilà, cet échange. Mais c'est toujours, ça va toujours avec les attentes, pas attendre quoi que ce soit bah tout oui, le temps. bah oui, c'est ça. Ouais, Ouais. Mais d'ailleurs, il y a des auteurs, alors j'ai plus le nom là du livre, mais il y a un gars qui a écrit un livre qui est très sympa, qui est autour de la sylvothérapie, parce que maintenant on parle de sylvothérapie. À l'époque, on parlait pas de sylvothérapie, mais en gros, pour aller faire des câlins aux arbres, maintenant ça s'appelle la sylvothérapie. Donc il y a quelqu'un qui a écrit un livre qui est assez intéressant là-dessus, je trouve, et notamment dans le sens où le boulot, par exemple, il n'a pas la même énergie, il va pas apporter la même chose. Le chêne, c'est pas du tout ouais, la même chose, tout, etc. Et donc, il explique un peu aussi toutes ces différentes arbres, en fait, qu'il y a. Et donc, c'est intéressant, je trouve, pour ceux qui seraient un peu curieux. Voilà. Et puis, alors, pour ceux qui sont même plus cartésiens, il y a un film qui a très bien marché, là, qui est autour des arbres, c'est L'intelligence des arbres, je crois. oui, mm, Ouais. Ça aussi, c'est assez parlant, puisqu'il est quand même plutôt bien réalisé, je trouve, pour les gens qui seraient un peu cartésiens, et qui montrent que, bah oui, en fait, il y a toute une vie qui communique entre eux, qui savent déjà avant que tu arrives que tu vas arriver, enfin mm, bon, etc., etc. Donc, voilà, moi, j'aime bien ramener ce côté un peu cartésien dans mes discours, parce que je trouve qu'on est dans une société qui est un peu trop cartésienne, dans le sens où ils accordent beaucoup de crédit aux scientifiques. Donc, s'il y a un scientifique qui s'est intéressé à quelque chose, ah bah c'est bon, en fait, on peut prendre ça au sérieux, quoi. ouais, Euh, À l'heure d'aujourd'hui, merci à eux, merci aux chercheurs et tout ça. C'est vrai que maintenant, on a un paquet de recherches, notamment autour de la méditation, par exemple. Enfin, il y a plein de recherches qui montrent en fait tous les bienfaits que peut ouais, avoir la nature, faire des exercices de relaxation, avoir une alimentation saine, prendre soin de son sommeil, etc. Voilà, il y a suffisamment d'informations très techniques et très scientifiques autour de nous pour ceux qui aimeraient aller se renseigner aussi dans ce ouais, sens-là. qui ont besoin Euh, de ça. oui, qui aurait besoin de ça. Mais c'est vrai que, ouais, en fait, c'est le grand basique d'un être humain, en réalité. Ben, après, on revient, on est passé par un tas de chemins pour revenir à quelque chose de, voilà, de complètement basique où c'est la vie, quoi, tout simplement, Bah c'est oui, vivre. c'est ça. C'est ce que je dis aux gens, c'est, ok, à un moment, tu vas, tu vois de la lumière, tu vois des machins et tout, mais après, le but, c'est juste que tu sois en train de planter tes légumes dans ton jardin et que tu sois heureux de ça et que tu sois en Ah oui, connexion avec ton légume. Il y a puis rien de plus. C'est beaucoup moins lumineux poudre aux yeux, mais en attendant, c'est ça, c'est rien de plus. On va vers ça, en fait. Donc, c'est oui. vrai que c'est rigolo de voir des livres aussi. J'avais vu une fois plein, plein de bouquins comment aller marcher en forêt. Ah oui, ok. Je sais pas, je sais pas, Avec une choisis tes technique, chaussures ou non, mais pas, fais quelque chose et puis va marcher. Ça Ah oui, m'avait alors ça, fait ça c'est un super exemple parce que, pieds bon, c'est nus. un peu plus compliqué en hiver, mais en été, moi, j'adore marcher pieds nus, par Ouais, je exemple. fais que ça Ouais. aussi, ouais, Ah ouais, ouais. ouais. Mais ça, c'est pareil parce qu'on ne nous l'a pas appris. Donc, beaucoup de gens vont se dire, ah non, ça va me salir les pieds, tout, etc. Mais en fait, ce qu'on ne sait pas, c'est que ça nous reconnecte au champ magnétique, Complètement. en fait, tout Ça simplement. ancre, c'est magnifique. Ah ouais, carrément. Et ça, c'est hyper pragmatique, en fait. Notre Terre, elle a un champ magnétique, c'est comme ça. Et quand on est avec nos chaussures, quand tout le bitume qu'on a mis dans notre société, en fait, ça nous coupe de champ magnétique, tout Ouais, simplement. C'est pas pour rien qu'on a des prises terre chez nous. Et ouais. donc, Oui, oui, le c'est ça. fait, ouais, et le fait d'être pieds nus dans la terre, bon, bah, évidemment, c'est pas comme un cachet d'aspirine ou un Doliprane. On ressent pas l'effet immédiatement. C'est pas genre un effet, tu ressens pas l'effet tout de suite, quoi.
Mais par contre, pareil, il y a plein d'études à l'appui qui montrent que ben non, effectivement, ça, c'est hyper important justement de se reconnecter à la terre, quoi. Ouais. Donc, dès que vous pouvez, faites-le. Enlevez vos chaussures, mettez-vous pieds nus dans la pelouse, en forêt, sur la plage, où vous voulez, quoi. C'est très, très important. Ça Ouais. fait beaucoup de bien. Et même dans la conscience de soi et de revenir à l'instant, parce que quand tu marches en forêt ou sur des cailloux ou quoi que ce soit, t'es vraiment dans Oui, l'instant, t'es obligé de faire attention où tu marches mais aussi oui. et t'es Mais complètement captivé par ça, en fait. Mais carrément, et ça c'est hyper important de le dire, c'est-à-dire qu'avec nos chaussures, on oublie totalement les sensations. Et en fait, pour ceux qui s'y intéressent un petit peu, sous nos pieds, c'est là où on a en fait quasiment toutes les connexions avec tout sur notre corps. Notre Oui, foie, nos c'est poumons, ça. tout, quasiment tout, quoi. Donc là, on appelle, c'est autour de l'acupuncture, quoi, en gros, hein. Et donc oui, c'est très très important de ressentir toute cette connexion avec le sol, C'est parce ça. qu'on l'a totalement oublié. Alors oui, au départ, bah, peut-être ça fait un petit peu mal aux pieds, parce que maintenant on a des peaux toutes douces, parce qu'on a nos pieds dans des chaussures. Mais c'est oui, c'est vraiment vital en réalité de le faire. Et tu vois, c'est pour ça que c'est important que je dis que tout part de l'éducation. Tu vois, si on amenait ça le plus tôt possible dans la conscience collective de nos enfants, on ferait un super cadeau à notre société, quoi. Oui, tout à fait, ouais. Parce Et que ça, est-ce que je peux te demander par rapport à ça, justement, ça m'intéresse aussi, ces systèmes d'éducation et pour avoir rencontré des personnes aussi enseignantes et qui sont dans cette ouverture de conscience et qui se trouvent en fait prises entre deux feux quand elles voient des enfants, parce que maintenant il y a de plus en plus d'enfants avec des grandes consciences qui arrivent là, qui vivent sans le réapprendre, complètement en accord avec la nature, avec l'univers, et qui ont des visions, qui sont connectées à bien autre chose, à l'invisible. Et elles se trouvent souvent en porte-à-faux dans un système traditionnel. Elles se trouvent en porte-à-faux justement avec le système et savent pas comment agir. Alors ça, d'une part, comment faire avec ses enfants ou avec les parents, et puis d'autre part aussi, euh, ben, on va rester sur l'une part et puis l'autre elle reviendra après. Et qui il est reparti tout de suite, donc j'insiste pas. bah, je sais pas réellement comment faire parce que chaque enfant est particulier, chaque cas est très particulier. Donc, il n'y a pas vraiment une recette, tu vois, à appliquer pour aider ces enfants. Moi, ce que je constate dans le monde de l'éducation, c'est qu'il y a une espèce de phénomène de mode ces dernières années où j'entends trop souvent les parents autour de moi dire, ah tiens, mon enfant il est 10, mon enfant il est TDAH, mon enfant il est hypersensible. Oh, c'est horrible ça, ouais. Ouais, mon enfant il est comme ci, il est comme ça. Ces étiquettes. Alors qu'il n'y a pas réellement un diagnostic pour peut-être la moitié d'entre eux qui a été réellement posé par une société, parce que ça coûte cher hein, de faire des vrais Ouais. diagnostics. Donc en fait, c'est juste dit, on ne sait pas par qui. Mais voilà, je trouve que là, ces dernières années, on entend trop ça, comme si c'était devenu un peu la normalité. Alors après, il faut le mettre avec un point d'interrogation, pourquoi pas, hein. Peut-être que cette nouvelle génération est peut-être plus hypersensible. Enfin, bref, on n'en sait rien. Donc, moi, ce que je pense, c'est ce qui n'est pas évident en réalité pour les enseignants, c'est que le système éducatif, donc les formations, ne forment pas les enseignants déjà dans un premier temps à faire de la gestion de groupe. Mhm. Donc sans parler d'enfants différents, juste de la gestion de groupe. Donc c'est-à-dire qu'ils ne sont pas formés en gros pour être sur le terrain. C'est-à-dire que c'est beaucoup de connaissances, mais très peu en réalité de pratique. Et donc la gestion de groupe, ça passe par reconnaître justement s'il y a un enfant qui est 10, qui est TDAH, qui est hypersensible, s'il y en a un qui a besoin d'être dans le mouvement pour apprendre, etc. C'est savoir décrypter un peu tous les comportements qu'il y a dans la classe. Enfin, c'est plein de subtilités en gros la gestion de groupe, quoi. Mhm. Comment amener le groupe pour que ça se passe bien, etc. Donc déjà, j'allais dire, il y a une responsabilité, et j'aime pas le terme, mais en tout cas, apparemment, ça a l'air d'être le cas, parce que c'est pas moi qui le dis, hein, c'est des enseignants de l'éducation nationale. Ils sont pas formés à ça, quoi. Ouais. Donc déjà, on va dire, c'est un peu compliqué de démarrer sur une base où on est mal formé, quoi, quelque part, quoi. Et après, bah, l'autre point, c'est d'être dans l'ouverture d'esprit. C'est ce que je vois au Congrès Innovation en Éducation, au Festival pour l'école de la vie qu'on organise. C'est que bah, les personnes qui viennent, bah, là encore, il y a 2 semaines, c'était les 80% des gens, c'est des enseignants de l'éducation nationale. Mais s'ils sont là, en fait, c'est parce que c'est des gens qui sont ouverts. Sinon, ils ne seraient pas là, quoi. Oui. Tous ceux qui ne sont pas ouverts, bah, ils sont pas au Congrès Innovation et Éducation, quoi. Alors, pas tous, hein. Je pense qu'il y en a qui aimeraient venir, évidemment. Mais globalement, parce que moi, j'aime bien faire des mains levées quand je suis sur place. Et oui, c'est des gens, en fait, qui sont déjà ouverts d'esprit. Donc,
qu'est-ce qu'ils font? Ils se forment par eux-mêmes, puisque le congrès innovation de l'éducation, c'est un peu comme une formation. Mhm. Voilà, il y a 10 conférences de débat, il y a 20 stands, donc on apprend beaucoup de choses, quoi. Le festival pour l'école de la vie, c'est pareil. Donc, ils viennent par eux-mêmes, sur leur propre budget, s'ouvrir à d'autres pratiques, à d'autres idées, à d'autres types de pédagogie, pour après ramener ça dans leur classe et un peu comme un chercheur, tester des choses pour voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Donc, si cet enseignant ou si cette enseignante n'est pas dans cette démarche, je pense que ça peut être une des clés, c'est aller se former, voir en fait ce qui se passe à l'extérieur. Et là, on rentre dans un domaine, et c'est aussi pour ça que je mets beaucoup d'énergie dans l'éducation, c'est que l'information ne circule pas. Donc, il y a très peu d'enseignants qui sont au courant de tout ce qu'on fait, par exemple. Voilà, Et ça c'est. je crois qu'il n'y a même pas, allez, peut-être un tiers, un quart, allez, un cinquième des enseignants qui est au courant de ce qu'on fait. C'est-à-dire que le mainstream, donc les médias, les gros médias ne parlent très très peu d'éducation, très très peu. L'éducation nationale ne parle très très peu aussi de tout ce qui se passe à l'extérieur de l'éducation nationale. Donc, ce qui veut dire que les enseignants, un enseignant, c'est à peu près ça, il est au courant de quasiment rien, en fait, de ce qui se passe autour de lui, quoi. Il est dans sa bulle. Parce que c'est énormément de travail, c'est une grande implication, c'est aussi un vrai choix de vie quand même d'être enseignant, hein. C'est un choix, pour moi, c'est un choix passion. Et donc, du coup, non, c'est pas évident de se dire, tiens, il y a peut-être d'autres choses que je pourrais aller découvrir à l'extérieur. Il faut que l'information arrive à eux. Il Et en faut, fait, oui, puis déjà qu'il ait l'ouverture quelque part, qu'il y ait un petit là, déclic, une envie et qu'il y ait une recherche et ouais, s'il y avait l'information qui arrive à eux, je peux t'assurer qu'il y aurait plus de 50% des enseignants qui viendraient à notre festival, au congrès, qui seraient abonnés au magazine Innovation et l'éducation. C'est sûr et certain. Donc, en fait, l'information n'arrive pas à eux. Donc, compliqué d'imaginer des choses. Donc, pour cet enseignant, cette enseignante, ce serait de faire ça, quoi. Le plus simple, moi, ce qui me vient à l'esprit, c'est que, donc, on a créé la marque Innovation en éducation qui est pour moi devenue une galaxie, en fait, innovation en éducation, dans la mesure où la marque regroupe plein de choses. Donc, il y a le magazine papier Innovation en éducation, il y a un podcast Innovation en éducation qu'on retrouve sur toutes les plateformes, il y a le congrès Innovation en éducation dont je te parlais, on a créé une académie qui s'appelle aussi Innovation en éducation, où là, on crée des programmes audio pour accompagner les futurs parents. d'accord. Et puis, on produit, on réalise des films dans le monde de l'éducation. Donc là, on tape innovation en éducation dans un moteur de recherche, on va arriver sur le site qui donne accès à tout ce que je viens de dire. D'accord. Donc en fait, c'est ça qu'il faut pour la plupart des enseignants, c'est qu'ils soient au courant de ce qui se passe, pas forcément de ce que nous on fait. Là, je parle de moi parce que on est ensemble. Mhm. Et en fait, il y a plein d'outils, il y a plein de professionnels. Et c'est pour ça que moi, je mets beaucoup d'énergie dans ce milieu parce que comme l'information n'arrive pas à nous, mais même nous en tant que citoyens, hein, pas Ouais, forcément en tant que professionnels, hein, et que moi, je vois le potentiel qui est extrêmement vaste de tous ces professionnels qui existent pour les parents, pour les enfants, pour les enseignants, je sais pas, je trouve que c'est un peu mon devoir maintenant d'éclairer tout ça et d'essayer de montrer, tu vois, de semer les graines, de dire voilà ce que nous on voit, voilà ce qu'on vous présente, par exemple au congrès, au magazine, au podcast. Si ça sème une graine en vous de curiosité pour aller voir et vous renseigner tout seul sur Internet, dans des librairies, etc., pour nous, c'est pareil gagné, quoi. ouais, On sème la première graine pour les curieux qui vont aller voir après derrière et faire leurs propres recherches, quoi. oui. On le marquera en dessous aussi. Je sais il y a aussi des enseignants, des parents avec ces enfants, moi que j'appelle du nouveau monde, qui ont cette ouverture-là, et c'est très difficile pour les parents aussi Bah oui, de se retrouver parfois seuls avec le non. système de l'éducation nationale qui est pas du tout prévu pour ces enfants ou auxquels parfois on colle justement des étiquettes de Ah. dysfonctionnement alors qu'il y a Alors, juste une incompréhension. Mm. alors après, il faut quand même rappeler que ça ne concerne pas tous les enseignants. Mm. Euh, on va dire qu'il y a à peu près entre 750 000 et 1 million d'enseignants en France. Moi, je suis convaincu, à travers mes filtres, à travers les gens que je rencontre dans mes activités, qu'il y a au moins 50% des enseignants qui sont ouverts d'esprit, justement, et qui vont se former comme ça à l'extérieur, qui testent des choses dans leur classe, toujours dans le bien-être des enfants, pour le bien-être des enfants, évidemment. Donc ça, il faut quand même le rappeler, hein, parce que je trouve qu'il y a vraiment un discours qui est un peu trop glauque et sombre autour de l'éducation nationale, parce que c'est comme si on mettait tout le monde dans le même panier et qu'on Oui, oubliait, en fait, toutes ces personnes-là qui se mobilisent, et en fait, ils sont vraiment extrêmement nombreuses. Donc pour moi, il y a au moins 50% des enseignants, il faut les remercier d'ailleurs aussi, parce que oui,
Je trouve que c'est un métier qui est juste extraordinaire, hein, ce qu'ils font. Moi, je défie quiconque d'être enseignant pendant un mois. Oui, Enfin, oui, moi, moi je suis issue d'une famille d'enseignantes et ah d'enseignants ouais, et c'était pas très rigolo non plus, c'est ah difficile. ben non. Ah Ouais. ouais, complètement. Et puis voilà, après, il y a les 50% autres qui, de par leur conditionnement, sont pas encore prêts tout de suite Mm. à changer leur regard, à essayer d'autres choses, mais ça viendra peut-être dans les prochaines années. Donc ça, c'est important de le dire quand même, parce que je trouve qu'on met tout le temps tout dans le même panier et qu'on oublie toutes ces personnes qui se Oui. mobilisent et qui passent à l'action et qui changent des vies, quoi, hein, très clairement. Il faut quand même peut-être qu'elles reçoivent un bon accueil aussi, parce que moi j'en ai connu des profs qui faisaient des choses, qui allaient installer de la méditation ou autre chose dans leur classe et qui ont parfois eu des difficultés, que ce soit avec des Sûr. parents Ah oui, ou alors leur direction. tout à fait. Là aussi, il faut du courage pour changer les choses là. Tout à fait, c'est une réalité. Beaucoup d'enseignants qui sont dans cette démarche le disent, c'est Mm. clair. Soit c'est la hiérarchie, soit c'est les collègues qui soit sont rieurs, soit disent que c'est Oui, n'importe les quoi. collègues aussi, ouais, ouais. Voilà, exactement. Non, mais c'est vrai que c'est pas évident. Et puis le deuxième point aussi, ou le troisième point qui est pas évident au sein de l'éducation nationale et que du coup on ne parle pas, c'est la lourdeur administrative en fait pour les enseignants qui voudraient faire des choses. Mais en fait, c'est tellement lourd administrativement que Ouais. ça donne pas envie, quoi. Si toi, tu as envie d'emmener, je sais pas, ta classe faire une journée à l'extérieur, par exemple, bah, c'est plein de paperasse à faire. Et donc, du coup, bah, ça peut être très démotivant par rapport à déjà à l'ensemble de tout ce que tu as à faire pour ta classe, quoi, pour tes Ouais. élèves. Mm. Donc il y a aussi ce côté-là. Donc moi j'aime bien quand même rappeler que ouais, il y a au moins 50% des enseignants qui sont vraiment dans une démarche très différente de ce qui se fait et qui testent des choses. Et, et ça peut arriver quand même, j'allais dire peut-être même assez souvent, contre, contre l'entourage proche des collègues ou la direction. Mais bon, voilà, ils ont la liberté pédagogique. Hein, donc Ou les liberté. parents aussi. Et les parents, oui, ça peut être aussi les parents, ça peut arriver, ouais. Mm. Mais voilà, il y a quand même cette liberté pédagogique qu'ont tous les enseignants, et donc certains se l'approprient. Évidemment, ils suivent le programme, mais bon, ils le font aussi de manière un peu différente. Différemment, ouais. C'est peut-être bien aussi que même justement que des parents d'élèves qui se sentent impliqués dans ces démarches différentes, aillent en parler avec les enseignants de leurs enfants et puis voir ensemble s'il y a des choses à faire. Ça peut aider aussi l'enseignant justement, qui se retrouve pas tout seul face à tout un système qui est. Mm. Oui, oui, bah c'est un peu le défaut en France, hein, c'est-à-dire que c'est pas évident d'amener les parents dans les écoles. Ils sont très souvent Ouais. arrêtés aux grilles hein, de l'école, et ce qui n'est pas le cas dans d'autres pays. Hein, donc ça, c'est vraiment dans notre culture française. Et c'est un peu comme dans le monde de l'entreprise en réalité, c'est-à-dire qu'il y a un manque de communication dans le monde de l'entreprise entre le salarié et le patron. C'est-à-dire que les deux se comprennent très mal. Mm. Et c'est pareil dans l'éducation entre les enseignants et les parents. Parce que justement, en fait, les parents ne sont pas impliqués, ne peuvent pas rentrer dans Ouais. l'école. Et donc, du coup, bah, forcément, ça crée ouais, des soucis de communication, on va dire. Ils ne se comprennent pas forcément. Alors que les deux, quand même, veulent la même chose. Hein, ils veulent le bien-être des enfants. Hein. Mais ça, c'est lié à notre culture française, ouais. Ouais, oui, oui, je veux dire, c'est la communication, ça se transpose de partout en fait, dans tous les aspects de notre vie quand c'est ça. Oui, Voilà, ça va être pareil dans un couple. On veut tous les deux la même chose, mais c'est ça. C'est comme ça. on le dit pas avec les mêmes mots. C'est ça. Et d'où l'éducation. Tout ça aussi, on pourrait nous l'apprendre le plus tôt possible, quoi. Oui, oui. Ouais, mais je te remercie beaucoup, Avec Julien. toi? Et est-ce que tu veux rajouter quelque chose ou je pense qu'on a fait déjà bien un bon tour aussi? Eh bien, bah, tu sais, dans mon bureau, j'ai une citation qui me suit depuis que je suis tout petit, qui est celle de Gandhi sur le changement que tu veux voir dans le monde. Et je trouve que c'est important que les gens vraiment réfléchissent bien à cette citation, parce que si on attend tout le temps en fait de l'extérieur Oui. que notre monde change, je crois qu'on va attendre encore On très très longtemps. attend. Quand Ouais, t'attends, t'attends. ouais, c'est ça. Donc si on pouvait conscientiser que si j'ai envie que mon monde change autour de moi, je commence déjà à changer mon monde intérieur, c'est-à-dire moi. Donc, que je m'occupe de moi, je prends ça très au sérieux. C'est ma responsabilité en tant que citoyen de prendre soin de moi pour être bien dans mon corps et pour être bien dans ma tête. Et ben là, tu pourras créer en fait le monde que tu as envie de voir. Et ça, les gens, ils ont quand même, je trouve qu'une grande partie de la population ne conscientise pas suffisamment ça en fait. Mais toujours pareil, c'est parce qu'on ne nous le dit pas. Si Oui, tous les oui, soirs à 20h,
on avait quelqu'un sur TF1 qui nous disait ça tous les soirs, bon, bah, au bout d'un moment donné, ça rentrerait dans la tête. Mais bon, c'est pour ça qu'il ne faut pas en vouloir à personne. On ne nous l'a pas appris, en fait. Non, oui, Pas, c'est pas facile. Ouais. c'est pas une évidence. Mais si déjà aujourd'hui, et pour plus tard, parce que ça va être un replay, qu'il y a des gens qui écoutent et pour qui, en fait, ça crée quelque chose dans leur tête, ce que je suis en train de dire, et ben, c'est déjà une petite graine là qui est en train d'être semée. Ouais. Peut-être essayer après, demain, de faire, je sais pas, cuisinez-vous un bon plat ou aller au travail en marchant, prenez pas votre voiture si c'est possible, ou prenez votre vélo, par exemple. Plein de petits gestes comme ça, plein de petites choses dans un seul et unique but de prendre soin de vous. En sortant cette fausse croyance que c'est égoïste de prendre soin de soi avant de prendre soin des autres, qui est une fausse croyance sociétale. C'est tout l'inverse. Le meilleur exemple, c'est quand tu prends l'avion, et que le steward t'explique que si à un moment donné, l'avion est en dépressurisation, tu as des masques à oxygène qui vont tomber, il te dit il faut que tu mettes le masque d'abord sur toi avant d'aider ton collègue. Ah oui. C'est exactement la même chose. Si on comprend cet exemple, c'est exactement la même chose dans la vie. Comment tu veux t'occuper de ton voisin si toi, tu n'es même pas capable de t'occuper de toi, quoi. Donc voilà, soyons le changement qu'on a envie de voir dans le monde. Oui. Merci beaucoup. Avec joie. Allez, merci à tout le monde de nous avoir écoutés. Et puis, je mettrai toutes tu me donneras aussi tout ce qu'on peut marquer aussi. Il y a ton livre aussi qui, Ok. de toute façon, je te mettrai tout ça sur Facebook aussi. Comme ça, les gens, ils auront accès à tout ce que tu proposes et puis à tes belles photos aussi. Merci. Là, sur le Portugal, en ce moment, c'est magnifique. C'est beau, hein. Ouais, oui. Ouais, j'adore la photo, en fait, parce que je me considère comme un amateur, Oui, mais j'adore la photo. oui. J'aime bien repérer des angles. C'est surtout les lumières, moi, qui me parlent beaucoup, et donc j'aime bien repérer des. Ouais, j'adore ça. Et puis ça donne l'occasion d'agrémenter de réflexion aussi, et Oui, c'est très très bien. Voilà, ouais. tout à fait, ouais. Oui, je partage mes méditations du jour, les Voilà. réflexions que j'ai eues dans la journée. Et Mm. du coup, oui, c'est agrémenté de jolies photos et de textes d'inspiration. Voilà, Ouais. ça nourrit. Je te remercie beaucoup. On va rester un petit peu. Je te Avec dis joie. juste, j'enlève l'enregistrement et je dis au revoir à tout le monde et puis à très bientôt. À Ciao, bientôt. ciao. Ciao. Si ça marche.